J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. De nouvelles révélations fracassantes, de jour en jour, on apprend des nouvelles révélations fracassantes dans ce feuilleton qui est l'affaire, ou le scandale MRDZ, un scandale d'État, faut dire la vérité, un scandale d'État parce qu'il implique des agents officiels d'un État qui ont tenté de kidnapper, d'enlever, de séquestrer, qui ont enlevé, séquestré pour ensuite se neutraliser ou assassiner un opposant politique qui est un bloqueur et un cyberactiviste populaire qui s'appelle MRDZ. Un scandale d'État parce que il est digne d'un film d'espionnage. Avant d'être un scandale d'État, c'est un véritable film d'espionnage. Franchement, Netflix devrait appliquer une série sur cette histoire. Il y a de l'espionnage, il y a des officiels, il y a des maîtres espions, il y a des délinquants, il y a des criminels, il y a des repris de justice, il y a des relations entre deux États très compliquées, des relations compliquées, complexes entre deux États qui sont l'Algérie et la France. L'affaire MRDZ est digne d'une série Netflix. Le dernier épisode en date s'est produit hier 13 mai 2025, où des unités, des enquêteurs de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et de la section antiterroriste de la Brigade Criminelle de Paris ont pu arrêter 6 personnes. D'abord le Parisien, hier, c'est le premier média qui avait rapporté cette information, il a parlé de 5 personnes qui ont été arrêtées, placées en garde à vue. En réalité, ils étaient 6, parce qu'il y avait une femme enceinte qui avait été arrêtée, qui a été placée sous contrôle judiciaire, et libérée après son interrogatoire parce qu'elle était enceinte, donc elle ne pouvait pas être placée en garde à vue. Les informations les plus actualisées ont été révélées encore une fois par le journaliste franco-algérien Mohamed Seifaoui, qui est devenu le spécialiste numéro 1 de ce dossier, il faut le reconnaître. On peut ne pas être d'accord avec Mohamed Seifaoui, on peut ne pas l'aimer, on peut ne pas l'apprécier, on peut le contester tout ce qu'on veut, on peut le critiquer comme on veut, mais aujourd'hui c'est devenu la source numéro 1 dans ce dossier. Parce que juste après le Parisien, c'est Mohamed Seifaoui qui a écrit dans un magazine qui s'appelle Rupture, tout un résumé de l'arrestation de tout un résumé très détaillé, bien fouillé, de l'arrestation de ces 6 personnes et de leur relation avec le kidnapping, l'enlèvement et la séquestration d'MRDZ. Et surtout, il a expliqué leur relation avec les membres des services secrets algériens qui travaillaient sous couverture diplomatique sur le territoire français. Alors cette source, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit elle nous apprend qu'il y avait 6 personnes, 5 hommes et une femme. La femme, elle était enceinte, elle a été placée sous contrôle judiciaire. Qui sont ces 6 personnes, notamment ces 5 hommes qui ont été placés en garde à vue depuis hier dans les locaux de la section terroriste de la Brigade Criminelle de Paris? Il s'agit des personnes qui ont enlevé et séquestré directement MRDZ le 29 avril 2024. Jusque-là, il n'y avait que 3 personnes qui étaient emprisonnées. L'adjudant SR, qui finalement son prénom c'est Smaïl, qui travaille pour le consulat d'Algérie à Créteil, et deux de ses complices qui sont des franco-algériens. Eux, ils ont été emprisonnés et placés en détention provisoire depuis le 11 avril 2025. Deux autres suspects ont été cités dès le départ. Ces suspects ont été ensuite, leur implication, leur accusation d'avoir participé grandement à l'affaire, au scandale MRDZ a été ensuite confirmée par plusieurs rapports sécuritaires notamment et des enquêtes menées par la DGSI française notamment, qui est le service secret français du renseignement intérieur. Il s'agit du lieutenant-colonel HB, nous avons maintenant son prénom, il s'appelle Houssam, et le commandant SS qui finalement Salah ad-Din S. L'enquête de Mohamed Seifaoui est publiée dans le magazine Rupture, révèle leur prénom pour la première fois, alors que jusque-là, on n'avait que leur initiale, comme c'était dans toutes les publications, dans toutes les enquêtes qui ont été menées jusque-là. Même nous, on n'avait jamais osé publier leur nom, leur prénom. On avait, même si j'avais moi-même leur prénom, mais j'avais pas osé. Mohamed Seifaoui a été dans le sens du détail. Il a même publié leur prénom. Salah ad-Din S, qui est le commandant, qui est le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, et Houssam B, lui il est recherché, et c'était l'adjoint consul de Créteil,
Les deux n'ont pas pu être arrêtés, mais ils ont été convoqués officiellement par la justice française pour être interrogés. Et le parquet national antiterroriste, qui est en charge de ce dossier, a demandé à ce que le Quai d'Orsay demande aux autorités algériennes de la levée officielle de l'immunité diplomatique de ces deux personnes qui sont recherchées par les autorités françaises. Je dis bien qu'ils sont recherchés pour les autorités françaises. Alors, on a maintenant, à travers l'arrestation de ces 5 personnes, et le placement sous contrôle judiciaire de la femme enceinte, on a pratiquement tous les grands axes de cette histoire terrible, le récit, tous les grands axes du récit de cette affaire terrifiante et qui fait froid dans le dos, qui fait vraiment, qui est effrayante. Alors, parce qu'on parle encore une fois d'une tentative, d'une séquestration, d'enlèvement, tentative d'assassinat avec le projet d'emmener MLDZ jusqu'au territoire espagnol, jusqu'à Alicante, pour ensuite le remettre à un bateau qui devait l'emmener sur les eaux internationales pour ensuite visiblement l'assassiner et l'éliminer définitivement sans laisser la moindre trace et jeter son corps en haute mer en Méditerranée, empêchant ainsi toute enquête possible de retrouver son corps ou de retrouver la moindre trace qui incrimine les auteurs de ce crime politique d'abord et crapuleux ensuite. Alors, l'adjudant Smaïl R a commencé, comment l'enlèvement d'MLDZ a commencé, on va dire, parce que maintenant on a les principaux protagonistes se sont tous arrêtés, à l'exception du consul adjoint de Créteil et du premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris qui ont été rapatriés vers l'Algérie en juillet 2024 et en décembre 2024. L'adjudant Smaïl R, lui travaillait au consulat d'Algérie de Créteil, sous les ordres de Salah ad-Din S et de Hussam B. Il a, on va dire, il a recruté 2 intermédiaires. Au départ, des sources nous affirmaient que c'était des parents à lui. C'était des parents à lui. Alors qu'il y avait, visiblement, d'après ce que l'enquête est en train de révéler, il n'y a aucun lien de parenté entre eux. Smaïl R, il est originaire de l'Est de l'Algérie, alors que les 2 personnes qui ont été emprisonnées avec lui le 11 avril dernier, il s'agit de Saïd L et de Kamel SM. Ce sont des délinquants qui sont nés en France, sont des franco-algériens et dont les familles sont originaires de Kabylie. Le premier, il a un long passé judiciaire et reconnu pour avoir fait une tentative d'homicide. Le second, Kamel S, est un voyou multirécidiviste, comme le qualifie l'enquête de rupture de Mohamed Sifawi, qui explique qu'ils ont un passé lourd. Ce sont donc des délinquants. Donc ce sont des voyous. SR, le adjudant SR, a recruté ces 2 personnes, les a utilisées, les a employées pour monter un commando afin d'enlever et de séquestrer MLDZ. Alors, lors de l'arrestation, et par les services de sécurité français et leur placement en garde à vue, l'adjudant SR a tenté de justifier ses relations avec ces 2 voyous, Saïd L et Kamel SM, en prétendant que qu'ils devaient faire des travaux chez lui, que c'était des maçons, ils devaient faire des travaux. Donc il voulait juste les utiliser, les payer au noir, comme ça, en espèces, pour faire quelques travaux chez lui. Sauf que cet argument n'a jamais convaincu les services de sécurité français, puisque l'adjudant Smaïl R habitait au sein même du consulat d'Algérie à Créteil, dans une annexe, un logement de fonction qui a été collé au consulat de Créteil, et donc, en tant qu'enceinte consulaire, il n'avait pas le droit de faire des travaux comme bon lui semblait, et il ne pouvait pas prendre n'importe qui, des carreleurs, des peintres, etc., pour faire des travaux comme ça au noir. En plus, les personnes qui ont été arrêtées, ses complices, n'ont rien à voir avec les travaux manuels, avec les travaux publics, avec la construction ou l'autoconstruction. Ils sont ni peintres, ni carreleurs, ni maçons. Donc le mensonge de l'adjudant Smaïl R n'est pas passé dès le premier jour auprès des services de sécurité français. Les 2 voyous, les deux intermédiaires de l'adjudant SR de l'agent du consulat d'Algérie Créteil, vont le trouver, c'est eux qui vont le mettre en contact avec un certain Michel C. Michel C, c'est un criminel gitan, d'origine gitane, et lui, c'est un ancien délinquant lui aussi, très connu dans le milieu des affaires criminelles. Et il a une fille. Sa fille, c'est une femme enceinte c'est elle, la femme enceinte qui a été relâchée hier, le 13 mai 2025, et placée sous contrôle judiciaire. Elle s'appelle Nathalie C.
Et cette Nathalie, elle vit en couple avec un Algérien qui s'appelle Mohamed K. Donc Michel C, Mohamed K, c'est lui qui a été en contact. Mohamed K a été approché d'abord par les deux intermédiaires de Smaïl R, qui sont les deux voyous, les deux délinquants qui ont été arrêtés, emprisonnés le 11 avril dernier, qui sont Saïd L et Kamel SM. Ils ont demandé à Mohamed K d'abord de préparer, de leur chercher un commando qui va perpétrer l'enlèvement et la séquestration de façon très professionnelle d'Amel DZ. Et c'est à ce moment-là que Mohamed K va contacter son beau-père, qui est Michel C. Michel C, donc Mohamed K, c'était un délinquant aussi, mais disons qu'il n'a pas autant d'expérience dans la criminalité et dans les activités criminelles que son beau-père Michel C. Donc c'est Michel C qui va trouver les commandos, les 5 personnes, et qui va mettre en place l'opération de kidnapping, d'enlèvement et de séquestration d'Amel DZ. Dans cette opération, il va y avoir deux femmes qui vont jouer le rôle de gardiennes, on va dire. C'est-à-dire, elles ont été employées pour surveiller Amel DZ le jour où ça va, durant les heures de sa séquestration. Parce que l'objectif, le plan, était de quoi? Était d'enlever quelqu'un, de le séquestrer pendant un certain nombre d'heures, avant de le livrer à une autre équipe, cette équipe qui va l'emmener jusqu'en Espagne. Alors, franchement, les révélations sont extrêmement graves, et les sources sécuritaires qui ont donné les informations à Mohamed Sifawi pour son enquête sur Rupture, ça se voit qu'elles sont très bien introduites au sein même du dossier, sont des sources sécuritaires extrêmement bien informées, parce que les descriptions des détails qui ont été fournis à cette enquête sont très précis, très précis. Alors, les deux femmes devaient être payées 1 000 € chacun. C'est pour ça que le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie, Salah ad-Din S, a retiré 2 000 € en urgence le 29 avril, dans la nuit du 29 avril 2024, au moment même où Amel DZ était séquestré, parce qu'il devait payer sur le champ les deux femmes, Nathalie S, une copine à elle, une femme voilée qui n'a pas été encore identifiée, qui a été employée, qui a été utilisée par Nathalie C pour surveiller Amel DZ. Amel DZ était séquestré, donc il était ligoté, on lui a administré des somnifères, et les deux femmes avaient pour mission de le surveiller, juste de le surveiller. Alors que les autres personnes qui l'ont kidnappé, les autres membres du commando étaient à l'extérieur de la baraque au sein de laquelle Amel DZ était séquestré. Ils attendaient donc, ils surveillaient le site, etc., le moindre mouvement suspect. Ils attendaient que la deuxième équipe qui devait venir pour le récupérer, est-ce que cette deuxième équipe prenne contact avec eux et se présente. Selon les éléments obtenus par les enquêtes sécuritaires, au niveau de la DGSI française et de la police, la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris, ce sont une voiture diplomatique appartenant visiblement à l'ambassade d'Algérie, qui devait récupérer Amel DZ pour l'emmener jusqu'en Espagne. C'est vraiment un film. Je vous assure qu'on est dans une histoire affolante, mais vraiment on dirait Bollywood ou Hollywood. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé, en tout cas c'est ce que l'enquête sécuritaire pour le moment a abouti, ce sont les conclusions auxquelles a abouti cette enquête sécuritaire. Ils ont imaginé un stratagème où Amel DZ serait embarqué à bord d'un véhicule immatriculé avec un immatricule diplomatique. Est-ce que ça veut dire... Après, on ne sait pas comment ils allaient mettre en place l'acheminement d'Amel DZ jusqu'à Alicante. Est-ce que cette voiture, est-ce qu'il devait changer de voiture à chaque fois? Est-ce qu'il devait aller d'un coup parcourir des milliers de kilomètres pour aller jusqu'à Alicante? On ne sait pas. Réellement, on ne sait pas. Là, on n'a pas... Parce que beaucoup de personnes pourraient douter, pourraient nous dire, attendez, comment un véhicule Amel DZ, il a été rapidement déclaré recherché, sa femme et sa famille ont saisi la police française, les policiers certainement allaient relancer des recherches. Et un véhicule qui prend Amel DZ jusqu'à Alicante aurait été facilement repérable, mais si c'est un véhicule diplomatique, visiblement, peut-être, il était immatriculé, il avait une immatriculation diplomatique pour empêcher des fouilles, pour empêcher que les services de sécurité puissent le fouiller, parce qu'on ne fouille pas un véhicule diplomatique, on a un véhicule appartenant à une officine, à une ambassade étrangère, sont des justifications juridiques et légales extrêmement puissantes, et c'est très compliqué de les obtenir, ces justifications, pendant les heures qui suivent une enquête, ou que pendant les premières heures d'une enquête sécuritaire. En tout cas, il y a des zones d'ombre dans cette affaire, comment Amel DZ devait être acheminé jusqu'en Espagne.
En tout cas, Salah ad-Din S était en contact avec, et l'adjudant SR était en contact avec les deux voyous qui ont été employés par Smaïl R. Et les deux voyous qui ont été employés par Smaïl R, c'était eux les contacts avec Mohamed K et, comment il s'appelle, Michel C, qui sont les membres du commando qui ont enlevé, et les principaux responsables du commando qui ont enlevé et séquestré MLDZ. Il se trouve que, selon l'enquête sécuritaire, MLDZ il a une chance, qu'il avait une rage de dents puissante. Une rage de dents qui lui faisait extrêmement mal. Et que les somnifères n'avaient pas obtenu leurs effets escomptés. Et qu'il a donc pu parler à Nathalie C, sa copine, voilée, qui gardait MLDZ. Il leur a pu parler et il leur a dit, écoutez, il aura commencé à parler de lui, de sa vie, de son parcours, qu'il était un opposant politique, un youtubeur connu, etc. Alors qu'au départ, et c'est ce qui a éveillé les soupçons et les doutes des deux filles. Les deux filles qui sont venues, qui ont touché 1000 € chacune pour garder et pour surveiller MLDZ, pensaient que c'était une affaire de trafic de drogue. Elles pensaient que, vous savez, parce que les gangsters entre eux ici en Europe, notamment en France, quand il y a des règlements de compte, quand quelqu'un prend une cargaison de drogue et ne la paye pas, ou quand il refuse de payer, ou quand il y a des des litiges entre des gangsters et des trafiquants de drogue, ils se font des coups tordus entre eux. Des enlèvements, des séquestrations, des assassinats, des liquidations. Donc, comment ils ont pensé que MLDZ, c'est un trafiquant de drogue, qu'un autre gang voulait l'éliminer. Quand ils ont compris qu'il s'agissait d'une personnalité politique, les deux femmes ont pris peur. Elles se sont dit, attention, une affaire politique, les enquêtes des services de sécurité vont enquêter autrement et la justice française pourrait nous impliquer dans une affaire beaucoup plus grave, alors que là, c'est pas un règlement de compte entre voyous, parce que généralement les règlements de compte entre voyous, quelquefois les services de sécurité des pays européens ferment les yeux. Ils essaient des guerres de gang, et ils font des arrestations très tardives, ou ils font des enquêtes pas très poussées parce qu'ils comprennent que c'est des règles, parce qu'ils ont compris que c'était des règlements de compte et ça permet même aux services de sécurité de laisser ces gangs se neutraliser entre eux pour mieux les neutraliser ensuite tous d'un coup. Mais là, c'est une affaire politique. C'est pas un gangster à MLDZ. Donc les deux femmes qui le surveillent alertent les autres membres du commando et ils leur expliquent que le commanditaire leur a menti. Le commanditaire leur a visiblement dit qu'il s'agit d'un voyou, d'un trafiquant de drogue que nous voulons récupérer. Ils n'ont pas été briefés. Donc les deux intermédiaires entre Smaïl R et les membres du commando qui ont kidnappé et séquestré MLDZ n'ont pas raconté le véritable objectif de cette opération. C'est pour cette raison qu'à 3 h du matin, ils ont décidé de le libérer. Alors pourquoi ils ont décidé de le libérer? Là, pour le moment, il y a beaucoup de zones d'ombre aussi. Alors, il y a deux thèses. Ou la première thèse, certaines sources disent que visiblement, les commandos qui ont kidnappé, séquestré MLDZ, quand ils ont compris que c'est une affaire politique, ils auraient demandé beaucoup plus d'argent. Parce que éliminer un petit trafiquant de drogue, c'est complètement différent d'éliminer une personnalité politique publique connue. Le prix n'est pas le même, l'implication, le risque n'est pas le même, et les coûts ne sont pas les mêmes. Donc il y aurait eu une mésentente entre les commanditaires et ce commando. Voilà, vous nous avez dit que c'était pas un trafiquant, donc ils auraient demandé des sommes supérieures à 50 000 €, alors qu'au départ, visiblement, c'était une somme de 50 000 € qui avait été mobilisée pour financer l'opération MLDZ. Donc il y avait une mésentente. Ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse, c'est que les membres de ce commando ont pris peur. Ils ont dit, nous, on ne veut pas prendre part à une affaire politique. Nous, on est des voyous, des trafiquants, ok. Mais pas d'affaires, on ne fait pas de politique. Parce que la politique, c'est plus dangereux. On risque des représailles. On risque d'avoir sur le dos des services secrets. Alors que les affaires de drogue, c'est la police judiciaire. Mais les affaires politiques, c'est les services secrets. Les services secrets sont plus redoutables, plus dangereux pour les criminels. Ils inspirent plus de peur aux criminels que les simples unités d'enquête de la police judiciaire. Donc, ils auraient pris peur, ils ont décidé de le relâcher et de ne pas continuer leur travail. Et de ne pas continuer leur mission jusqu'au bout, à savoir livrer MLDZ aux deuxième équipe. La deuxième équipe, selon cette enquête sécuritaire menée par la DGSI française, donc les services secrets français et la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris, de la police de la brigade criminelle de Paris, visiblement la deuxième équipe devait venir le 30 avril. MLDZ a été kidnappé le 29 avril. La durée de la séquestration a changé à la dernière minute. Il n'était pas prévu de le faire. Et le commando qui a enlevé MLDZ n'avait pas pour mission de le garder 48 heures. Avait pour mission de le garder uniquement 24 heures. Mais il devait le garder 48 heures.
Donc là, il y a eu une mésentente aussi entre les membres du commando et les commanditaires de cette opération. Et ils ne voulaient pas attendre jusqu'au 1er mai, à savoir que la deuxième équipe vienne récupérer Ahmed Dezet. Donc, il y a encore des zones d'ombre. Bien sûr qu'il y a des zones d'ombre. En nous appelant par exemple que pour le moment, c'est ce que nous apprend l'enquête de rupture de Mohamed Sefawi, qu'il y avait une autre personne qui avait été arrêtée, qui s'appelle Mohamed D, qui est un autre, qui travaille aussi avec un consulat d'Algérie, qui travaille avec l'appareil diplomatique algérien en tant que membre de la DDSE, les services secrets français, mais il aurait le statut de personnel civil assimilé. C'est pas un diplomate, c'est pas un militaire. Au sein des services secrets algériens, il y a effectivement une catégorie de civils, on les appelle les civils assimilés. Ils ne sont pas des agents attitrés des services secrets, ils n'ont pas fait d'entraînement de formation militaire, ils n'ont pas été recrutés en tant qu'agents, ils ont été recrutés en tant que personnes civiles assimilées. C'est généralement des indicateurs, des informateurs ou des personnes qui accomplissent des tâches administratives ou des tâches d'information très superficielles. Mohamed, il a été libéré, placé sous contrôle judiciaire pour des raisons de santé. Quel est le rôle de ce Mohamed On ne sait pas. La vérité, on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre. Pourquoi? Parce que les deux autres principaux protagonistes, Salah ad-Din S et Houssam B, qui est le lieutenant-colonel, et le commandant Salah ad-Din S, à savoir le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris et l'adjoint consul de Créteil, ont été rapatriés, ils ont fui vers l'Algérie. Donc, comme ils n'ont pas été arrêtés, les services de sécurité français n'ont pas tous les détails. Il leur manque encore des pièces du puzzle, parce que les autres tâches, les deux autres personnes qui manquent à l'appel, qui n'ont pas été arrêtées, ce sont elles qui ont tous les détails de l'opération. Et qui ont été rapatriés en Algérie, je rappelle, pour le commandant Salah ad-Din S en juillet 2024, et pour le lieutenant-colonel Houssam B, c'était en décembre 2024. Donc, il n'y a pas tous les détails encore. Les services de sécurité français sont en train d'approfondir leurs investigations. Quoi qu'il en soit, ce que nous avons jusque-là comme détail, comme information, suffit largement pour parler d'un scandale d'État. C'est la justice, parce que pour le moment, ce sont des sources sécuritaires. Pour le moment, c'est l'enquête sécuritaire qui est en train d'incriminer et d'accabler des agents des services secrets algériens qui ont le statut de diplomate déployé sur le sol français. La justice, pour le moment, ne s'est pas encore exprimée. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas encore exprimé. On ne sait pas pour le moment quelle est l'attitude du parquet national antiterroriste. Le parquet national antiterroriste, pour le moment, il a mis en prison 3 personnes. Smaïl R et les 2 voyous qui les a recrutés, à savoir Saïd L et Kamel SM. Et il a lancé, et il a demandé, il a adressé deux convocations judiciaires à l'adjoint consul de Créteil et au premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie, à Paris, avec une demande de leur lever d'immunité diplomatique. Pour le moment, on ne sait pas. L'avocat d'Ahmed Dezet, le 7 mai 2025, il a demandé au parquet national antiterroriste de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie et l'adjoint consul du consulat de Créteil. Mais le parquet national antiterroriste n'a pas encore répondu à cette demande. Donc on ne sait pas, est-ce que les juges vont lancer des mandats d'arrêt internationaux? Est-ce qu'ils sont en train d'attendre d'avoir plus d'informations pour mieux se positionner? L'arrestation de ces 5 personnes et leur placement en garde à vue, donc durant leur audition, ils vont donner des informations. Donc l'un de leurs membres, Mohamed K, était en contact direct avec les intermédiaires du Salah comment il s'appelle, de Smaïl R. Donc, le puzzle est en train de se reconstituer petit à petit et malheureusement, plus les jours passent, plus le niveau d'implication du régime algérien prend de l'ampleur ou prend une certaine épaisseur et se confirme de jour en jour. En tout cas, d'après les enquêtes sécuritaires menées par les services de renseignement français et les enquêteurs de la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris. Les autorités algériennes ne réagissent toujours pas à ces faits très précis. Elles ont une stratégie de défense complètement étrange en ce moment. À chaque fois qu'on leur parle de cette affaire, ils parlent d'une affaire politique, ils parlent de complot, ils parlent de machination politique, etc. Alors que les faits sont de plus en plus précis. Peut-être que dans les jours à venir, les autorités algériennes seront amenées à réagir directement et sincèrement
pour répondre à des accusations extrêmement graves qui pèsent à leur encontre, parce que le silence ne peut pas durer, et la fuite en avant ne peut pas durer, et l'État algérien devra absolument tenter de préserver son honneur et sa crédibilité, parce que si la justice française lance des mandats d'arrêt internationaux contre des membres des services secrets algériens et des diplomates algériens, ça va être un scandale au retentissement mondial. Et je pense que l'Algérie devrait éviter à tout prix d'en arriver là, parce que les conséquences seront désastreuses pour l'avenir, sur l'intégrité morale et la crédibilité de l'État algérien.